Alors, on va commencer, si vous voulez bien. C'est comme je disais dans mes classes, je m'excuse de vous interrompre. OK. Alors, donc aujourd'hui, deuxième conférence, en fait, sur ces thèmes d'esthétique, là, comme je vous mentionnais la dernière fois. Aujourd'hui, on va aborder donc un thème très différent, le sublime. On est passé de l'inverse, au fond, hein, avec ce thème de l'imitation, tout d'un coup, qui devient très étendu. On peut imiter n'importe quoi, etc. Alors, là, au contraire, vous allez voir, c'est toute une autre problématique. Ceux d'entre vous qui ont visité cet été l'exposition d'Émilie Carr, vous allez voir, je parle toujours d'elle parce que, d'une certaine façon, ça a été le prétexte des conférences cette année. Hein, c'était la grande exposition pendant l'été. Et si vous avez visité l'exposition, vous avez dû être frappé par le nombre de tableaux sur le thème de la forêt. Hein. Et surtout les tableaux de maturité, c'est plus important. Pas tellement ceux que je vous présentais la dernière fois, qui sont vraiment du début de sa carrière, là, son intérêt pour les Indiens. Mais à partir de 1930, là, elle s'intéresse beaucoup à ce thème de la nature, puis très spécifiquement au thème de la forêt. Et on voit elle en parle beaucoup dans ses écrits. Vous savez que c'est une écrivain merveilleuse. Enfin, elle est très, très intéressante à lire aussi, pas simplement à voir. Et elle présente toujours ça comme une espèce de lieu de refuge, puis aussi un lieu d'émerveillement. On pourrait dire que c'est toujours les deux aspects qu'elle a. Et j'avais pour commencer une espèce de citation que je vous traduis ici, là, qui est dans son journal. Hein. Vous savez, son journal, ça s'appelle Hundreds and Thousands. Alors, ça veut dire toutes sortes de petites notations, tout ça, mais en réalité, c'est une clé très importante pour comprendre un peu comment elle fonctionne, comment elle perçoit les choses. Hein. Alors, elle dit « Quoi de plus merveilleux que de dessiner en forêt? » Et on y voit partout des motifs du sublime, du ridicule, du joyeux, du tranquille, du mystérieux, de la tendre jeunesse riant de la noueuse vieillesse, des mousses, des fougères, des feuilles et des branches, et la lumière, de l'air, de la profondeur, et une espèce de bavardage de couleurs qui danse dans la lumière. Alors qu'elle fait une espèce de description très poétique de la forêt. Et là, comme on sait, ce journal qu'elle a tenu a été publié à un moment donné sous ce titre-là. Et on s'est aperçu, enfin des chercheurs qui ont retourné aux sources, comme on doit toujours faire, on s'est aperçu qu'on avait enlevé quelques paragraphes ici et là qu'on trouvait soit trop personnels ou malvenus ou répétitifs. Parce que dans un journal, évidemment, on n'est pas toujours très conscient qu'on va être lu. Hein. Il y en a qui font des journaux pour être lus après leur mort, mais ceux qui tiennent un journal comme ça, des fois, ils le tiennent strictement pour eux, puis ils ne sont pas très contents qu'on commence à le consulter. Alors, il y avait une phrase qu'elle ajoutait après le passage que je vous lisais, qui n'a pas été donc publié, et qui dit ceci, je pense que c'est intéressant aussi. Elle dit « C'est vous qui devez être immobile si vous voulez voir ou entendre en forêt. » Hein? C'est-à-dire, donc, si vous commencez à vous promener et à faire du bruit, etc., vous ne comprendrez pas l'impact de ce spectacle-là. C'est vous qui devez vous faire petite pour sentir ces vivantes et parfaites odeurs. C'est vous qui devez rester immobile pour les laisser venir à vous et vous rendre joyeuse dans votre immobilité. Hein? C'est une extraordinaire description le seul philosophe qui, à mon sens, a dit à peu près la même chose, mais dans des termes techniques et difficiles, c'est Heidegger quand il parle de ce qu'il appelle la Lichtung, c'est-à-dire l'espèce de clairière. C'est que vous êtes dans le monde un peu comme quelqu'un qui est en forêt puis qui trouve une clairière. Et là, au lieu de vous projeter vers les objets, c'est les objets qui viennent à vous si vous êtes dans cet état d'immobilité et de réceptivité qu'elle décrit, là. Ça, c'est parfaitement, c'est très juste, cette idée-là. Un peu comme les anciens philosophes parlaient aussi de l'étonnement, hein, comme le début de la philosophie. Quelqu'un qui n'est pas capable d'admirer ou de s'étonner, il ne peut pas faire de philo. Hein. Alors, ce passage du journal, me semble, en tout cas, c'est lié à une époque très précise de sa vie, donc, comme je vous disais, vers les années 30. Et en fait, c'est en 1935 que là, depuis déjà un certain temps, elle se promène avec une espèce de roulotte. Vous la voyez ici. La roulotte, elle appelait ça l'éléphant. Alors, c'est assez bien nommé. On voit, on pourrait voir, tu sais, l'espèce de petit toit à droite, là, comme une espèce de trompe d'éléphant, si on veut. Alors, je ne sais pas comment ça n'a pas de roue, cette affaire-là. Je ne sais pas comment ça s'amenait là, sur place, mais elle se promenait avec ça.
Et comme vous voyez aussi avec sa ménagerie. Hein. Alors, il y a je ne sais pas combien de chiens, là. Elle avait un petit singe aussi, elle avait un perroquet et une souris blanche. En tout cas, donc, elle devait faire un spectacle un peu spécial. Mais en tout cas, là, elle est en forêt, elle est toute seule. Remarquez qu'il y a des gens, là, parce qu'elle a été photographiée, puis on a d'autres photos où on la voit entourée de gens aussi. Mais en tout cas, de toute manière, elle prend l'habitude, donc, dans les années 30, elle achète cette voiture, cette espèce de cambuse-là, en 1933. Elle prend l'habitude, comme ça, d'aller autour de Victoria, hein, où elle habite, et pas besoin d'aller très loin sur l'île de Vancouver pour trouver des endroits assez sauvages. Et là, elle installe sa roulotte, puis elle fait la peinture pendant l'été ou un petit peu à l'automne ou en septembre, puis elle revient ensuite vivre chez elle. Alors, évidemment, ce qu'elle fait, c'est sketching, comme elle dit, dessiner en forêt. Hein? Et on a conservé peut-être 17 carnets faits de sa main et qui ont été en partie publiés là, par Mme Chatbot. Et là, je voulais juste vous donner quelques exemples, puisqu'elle parle de dessiner en forêt. Alors, je vais donner quelques exemples de ses dessins. Hein? Alors, c'est à partir de là, évidemment, qu'elle pourra ensuite faire des aquarelles et éventuellement des tableaux à l'huile. Mais tu sais, ça, c'est vraiment les toutes premières impressions. Alors, sur cette page-là, vous avez deux vues différentes, deux points de vue, si on veut. Et on voit ce qui l'intéresse dans ses notations. Et on peut le voir en suivant les traits de crayon, tu sais, mentalement. Si vous imaginez que vous avez un crayon dans les mains, vous essayez de faire la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est le mouvement. Hein. Beaucoup plus que la forme, on dirait, des arbres qui sont presque perdus. Hein, elle ne fait pas de contour là, des arbres. Elle fait plutôt le mouvement du vent dans les feuilles ou des choses comme ça. Puis, évidemment, elle est dans l'ouest du Canada. Donc, les arbres, la plupart du temps, c'est des grands... des pins Douglas, là, ou enfin, c'est des conifères. Hein. Alors, ça, c'est la première notation à remarquer. Regardez sur l'autre page d'un journal, elle note ici, au contraire, on pourrait dire un mouvement ascendant à gauche puis descendant à droite. Hein. C'est comme, là aussi, l'arbre est presque invisible. Hein. Comme si, entre les deux, entre choisir une représentation, disons, assez objective de ce qu'elle voit, elle préfère noter ces grands mouvements qui est, comme elle disait, si vous vous tenez immobile dans la forêt, vous allez voir que ça bouge. Hein? Il y a du vent, il y a de la lumière, il y a des choses qui changent tout le temps. Alors, c'est ça qu'elle essaie de noter. Hein? Et par ailleurs, vous avez des dessins qui prennent presque le point de vue inverse, si on veut, au contraire où là, les arbres sont très, très définis. Et souvent, ce que ça donne l'impression plus, c'est une impression de puissance. Hein? C'est des arbres énormes qu'elle voit d'ailleurs de très près, comme vous voyez, et puis qui sont au-dessus d'elle, etc. Alors là, donc, on aurait donc d'une part des notations de mouvement, puis d'autre part des notations d'impression de puissance, de quelque chose de très qui s'impose, enfin, de façon très, très forte. Une chose qui est importante à remarquer dans les deux cas, et ça, je vais le mettre en contraste avec un paysage du groupe des Sept. C'est un paysage de McDonald, qui est assez beau d'ailleurs, qui représente le matin tôt, là, dans les montagnes. Alors, ça, c'est pris dans les montagnes rocheuses. Le lac O'Hara, là, qui est un lac très célèbre, avec les rocheuses en arrière et avec l'éclairage du matin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire un paysage de ce type-là, il faut se mettre à une certaine distance moyenne du sujet. Hein? Et ce qu'on a l'impression, au contraire, chez Émilie Carle, avec les dessins que je vous ai présentés, c'est qu'il n'y a pas de distance, elle est dedans. Hein? Elle ne regarde pas la forêt de loin, elle la regarde comme de l'intérieur. Et comme si, au lieu de regarder, justement, comme un spectateur qui voit un objet de loin, elle voulait participer à la forêt. Hein? Elle voulait être une part de cette forêt. Hein? Comprenez la distinction qu'on voit, enfin ici, disons, la succession des plans, par exemple, qu'on a ici. On a un premier plan avec des herbages, tout ça. On a le lac, puis on a finalement la montagne. Hein? Vous avez vraiment... Souvent, les paysages sont construits comme ça, en 3 plans, hein? Pour donner cette impression de profondeur. Mais là, cette distance moyenne qui est très typique de tous les tableaux du groupe des Sept, enfin, on peut dire, qui est pris comme ça pour en faire un objet de paysage, on est en train de le perdre chez Émilie Carle. Et vous allez voir, ça va se vérifier aussi souvent dans ces tableaux. Là. Alors, je voudrais faire la même chose, je voudrais prendre un peu de distance aussi et voir un peu qu'est-ce que c'est que ce thème de la forêt, comment ça a été traité par d'autres artistes et voir quels sont les défis particuliers et voir finalement comment
elle l'a traité. Et vous allez voir justement ce qui va se dégager de ça. C'est une notion de sublime que je définirai vers la fin, là, mais on va partir plutôt de l'expérience de la chose avant de la définir de façon abstraite. Hein. Alors là, disons que les premiers peintres ou photographes qui sont intéressés au thème de la forêt ont été surtout intéressés au thème de l'arbre, je dirais. Hein. Et en particulier de l'arbre par excellence, les fameux séquoias géants, qui sont énormes, hein, qui peuvent mesurer jusqu'à 200 pieds. Je m'excuse des pieds, là, moi je suis meilleur en pieds qu'en mètres. Là. 200 pieds, ça me dit quelque chose, 200 mètres, ça ne me dit rien. Mais en tout cas, de toute façon. Et là, donc, ils sont allés, ça c'est en Californie, évidemment, c'est ce qu'on appelle le Mariposa Grove, là, où vous avez des séquoias extrêmement anciens, comme celui-là, qui s'appelle le Grizzly Giant, là, qui est vraiment... il existe toujours, d'ailleurs, cet arbre-là. On dit qu'il a 2700 ans, à peu près. Alors, c'est incroyable quand on voit ces arbres qui précèdent, enfin, la naissance du Christ. En fait, s'ils ont 2700 ans, ils sont avant. Hein? Ils sont même au tout début de la philosophie grecque qui commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont même avant ça. Hein? Donc, c'est des arbres qui ont été fascinants, mais d'une certaine façon, l'arbre cache sa forêt. Hein? Alors, la première impression quand on veut aborder la forêt, on a été intéressé surtout à trouver des arbres extraordinaires qu'on pouvait soit photographier, soit peindre. Le photographe ici, M. Carlton Watkins, est un Américain et qui travaillait, vous savez, avec ces fameuses, ce qu'on appelait les mammoths caméras. Tu sais, c'était des énormes caméras. Je sais pas, ça devait être très difficile à transporter, surtout aller comme ça dans des coins un peu difficiles. Et ils obtenaient des clichés sur des grandes plaques de verre qui ensuite développaient chez eux. Hein. Mais le Mammoth caméra, c'est vraiment gros. Ça porte bien son nom. Hein. La caméra mammouth, aussi grosse qu'un éléphant. Alors, il est un de ces photographes qui a fait ça. Et donc, il s'est promené comme ça à travers la Californie, puis il a été surtout en train de chercher tout le temps ces fameux grands arbres-là. Hein. Alors, regardez, par exemple, aujourd'hui, c'est le même arbre qu'on peut voir à gauche, là, tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Et là, une photo du même bonhomme, un peu plus ancienne. Et si vous remarquez, il a voulu donner une idée de la dimension de ça. Il y a un petit personnage ici en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Hein? Alors ça, évidemment, c'était le truc. En fait, comment donner une impression de... Et en fait, c'est pas si facile que ça, parce que si vous travaillez sur une toile ou une photo, vous avez une surface relativement petite. Alors là, votre grand arbre qui vous a donné beaucoup d'impression quand vous étiez devant, ben, il est réduit. Hein? Et là, le petit personnage à côté, il a l'air d'une puce, c'est plus que d'un humain. Comme disait un journaliste, il parlait d'un homoncule, c'est-à-dire un homunculus, ça veut dire un petit homme. Tu sais. Alors, puis il disait aussi que l'arbre était comme... l'image de l'arbre devenait comme un arbre ordinaire dans un tombeau, tu sais, qui est comme resserré par le cadre tout autour. Hein. C'est vrai que ce truc, en fait, d'ajouter un personnage pour donner une idée de la dimension, est ambigu. Hein. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, mais de toute façon, en fait, les photographes ont fait ça souvent. Quand ils ont, au contraire, des vues rapprochées comme ici, là, souvent, ça tourne un peu trivial, et surtout, ça tourne épouvantable quand on voit ce qu'ils pouvaient couper à l'époque, en fait, des arbres centenaires comme ça, et qui sont en train de... Là, il y a un fafouin là, qui a voulu montrer comment il est brave. Lui, là, il s'est allé se coucher dans la craque. Puis il dit, ah ouais, quel arbre tombe, je m'en sac. Puis, bon, on l'entend d'ici, là, tu sais. Je ne dirais pas donnerai pas tous les détails du vocabulaire, mais en tout cas, en gros, on le voit, là, il est couché au milieu, là, puis il est bien fier de son coup. Et là, donc, là aussi, d'ailleurs, malgré tout, même si c'est plus rapproché, vous allez me dire, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure à propos des dessins des militaires, mais en fait, non. Regardez, vous avez vos trois plans, là. Hein? Vous avez un premier plan avec tous les copeaux là, qui tombent. Vous avez l'arbre principal, puis ensuite, vous avez un arrière-plan avec la forêt derrière. Et ça, c'est M. Kinsey, là, Darius Kinsey. C'est aussi un photographe américain, mais qui a suivi surtout toute l'exploitation de la forêt en Californie à l'époque. Hein. Alors, donc, lui, il est plus intéressé par les forestiers, je disais. Et donc, c'est pour ça qu'il représente les gars comme ça à côté, avec ce qui est au milieu, là, l'espèce de... Ça a l'air d'une règle, mais c'est un godin d'or. Hein, c'est la grosse scie là, qu'ils utilisaient pour tailler ces arbres-là. Et ça me faisait penser à
une citation de Thoreau qui dit, il voit cette chose-là presque comme immorale. Alors, vous allez voir, c'est un peu naïf, mais en même temps, ça suppose déjà une espèce de conscience écologique à l'époque. Hein, il dit « Infliger une blessure sans raison à l'arbre qui nous nourrit ou qui nous donne de l'ombre est plus que grossier ou malappris, c'est criminel. Les vieux arbres sont nos parents, voire même les parents de nos parents. Et si vous voulez connaître les secrets de la nature, vous devez vous comporter plus humainement que les autres. L'idée que je me volais moi-même en blessant un arbre ne m'était pas venue à l'esprit, mais je fus affecté comme si on avait lancé une pierre à un être sensible, peut-être moins sensible que nous, mais sensible tout de même. Malheur à l'homme qui coupe un arbre. Hein? Comment justifier moralement un tel acte? Hein? Ça, c'est Thoreau qui écrivait ça au 19e siècle. Et enfin, j'imagine, ça fait un commentaire de ce genre de photo-là, parce que l'exploitation forestière, évidemment, se faisait avec une impunité complète. Enfin, on faisait juste abattre les arbres les uns après les autres sans s'occuper de rien. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant chez les peintres, avec le même problème? Là, c'est des photographes que je vous ai montrés maintenant chez les peintres. J'ai pensé, enfin, surtout à Bierstadt, là, qui est un peintre d'origine allemande, mais qui a vécu aux États-Unis depuis l'âge de 3 ans, donc c'est un Américain aussi. Et il a été attiré, au fond, par le même sujet que le photographe, là. Il est aussi à Mariposa Grove, il est aussi donc en Californie, et probablement devant peut-être le même arbre encore. Hein? Alors, ce que vous voyez à droite, c'est comme un blow-up de la même image, en fait. Hein? Ce n'est pas un autre tableau, c'est un détail du tableau qui est à gauche, et j'ai voulu le faire parce que là encore, la présence des petits personnages, là, comme il y en a un ici, puis il y a 2 chevaux qui sont là. Puis ici, à la base, il y en a un autre encore qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors ici, évidemment, on ne les voit pas assez là, dans cette région-là, avec cette reproduction-là. Puis c'est le même problème. C'est-à-dire que pour pouvoir voir quelque chose, il faudrait qu'on ait une toile énorme. Et il faudrait que j'aille 2 fois. J'ai toujours rêvé de donner un cours au planétarium. Parce que là, j'aurais l'espace pour faire mes projections. Mais en tout cas, c'est pas pire. Hein? On est au Musée des Beaux-Arts. Alors, mais vous voyez un peu, hein, c'est les mêmes procédés que Bierstadt a essayé de... Alors, il est plus subtil, évidemment, que les photographes. Il y a des jeux de lumière là, sur les arbres, des choses comme ça. Mais c'est encore là, c'est l'arbre qui est la vedette, hein, plus que la forêt. La forêt est en arrière, est comme un arrière-plan, mais là encore, il attire l'attention, y compris par un personnage au pied de l'arbre, sur un arbre particulièrement vénérable et très grand. Hein. Il a fait aussi des vues plus dramatiques encore là, de la forêt, dans lesquelles, toujours, on a nos petits personnages. Soit il y en a 2 ici qui sont assis, il y en a un autre là. Et là, par contre, vous remarquez, il fait les premiers plans sont relativement sombres. Hein, et l'arrière-plan, au contraire, est très lumineux. Alors, donc, ça donne, pour le spectateur, quand on est devant un tableau comme ça, on a l'impression de rentrer dans le tableau. Hein. On est, nous autres, parmi l'ombre, si on veut, quand on regarde le tableau, puis toute cette lumière nous attire vers le fond. Et en fait, vous savez, en fait, cette comparaison qu'on a souvent faite entre les forêts et les cathédrales, il y a une intention un petit peu religieuse là-dedans, hein, de montrer la belle nature de Dieu, puis de montrer comment, à partir des premiers plans sombres, on s'en va vers la lumière, etc. Hein. Alors ça, c'était, disons, une façon de traiter de la forêt un peu plus, là, cette fois-ci, puisque il y a bien un grand arbre là, ici au centre, là, un petit peu vers la droite, là, mais il y a quand même l'évocation d'un contexte plus large. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant des peintres canadiens qui traitent le même sujet? Alors là, évidemment, on pourrait dire l'icône par excellence, c'est les tableaux de Thompson qui ont été repris par tout le groupe des 7, les uns après les autres, ont tous fait des tableaux un peu sur le même thème. Celui-là s'appelle alors le West Wind, ou le vent d'ouest. Hein? Et on sait à peu près dans quelles circonstances le tableau a été conçu, au moins. C'est lors d'un voyage, alors avec que Thompson fait avec 2 personnages, avec Lauren Harris, qui est un autre peintre du groupe des 7, et avec un médecin qui s'appelait le Dr. McCallum. Alors, McCallum, c'est le mécène du groupe des 7. C'est lui qui avait une petite maison là, près du lac Ontario et qui les invitait là, etc. Thompson, d'ailleurs, l'aimait pas trop. Il dit « It's too much
family and cakes. Tu sais, alors, je ne sais pas trop, je sais pas comment est-ce qu'il il aimait mieux être plus sauvage, lui. Il ne voulait pas être trop avec eux. Mais en tout cas, alors ils sont allés donc dans le nord-ouest du parc algonquin. Donc ça, c'est dans le nord de l'Ontario. Et il y a deux lacs là, qui s'appellent The Little and the Great Lac Cochon, hein, C-A-U-C-H-O-N. Alors c'est là qu'ils sont. Et là, on a des témoignages à la fois de Harris et de McCallum sur les circonstances dans lesquelles s'est fait le tableau. Et ce que Harris raconte, il dit, on a vu tout d'un coup une tempête s'en venir, et Thompson a été excité par ça, puis il s'est lancé près de la berge du lac pour être capable de prendre rapidement en note ce qui se passait, comme s'il faisait, j'allais dire, comme s'il participait à la tempête même. Hein? Ça ne correspond pas beaucoup à ce qu'on voit dans le tableau, ça, mais en tout cas, de toute façon, c'est la façon dont Harris le raconte. Un petit peu, vous savez, il y avait une légende que d'ailleurs Turner lui-même avait créée. Tu sais, le fameux peintre anglais Turner qui avait prétendu que pour donner une bonne idée de ce qu'est une tempête en mer, il s'était fait attacher pendant 4 heures de temps à un mât de navire, puis tu sais, alors il s'était fait brasser de tous les côtés, puis après, il a pu faire son tableau. Il semble qu'il était resté tranquille chez lui, mais en tout cas, de toute façon, il a fait croire ça. Mais alors là, au contraire, dans le cas de Thompson, il serait allé comme ça sur le bord. Ce que McCallum dit en plus, il dit non, il dit la tempête n'a pas commencé. Alors c'est bien ce qu'on a l'impression aussi dans le tableau, sauf qu'il y avait beaucoup de vent et l'arbre que vous voyez sur le tableau a été déraciné par le vent. Alors si bien que si vous cherchiez maintenant le motif qui les a inspirés, il n'existe plus. Hein? Et alors là, Thompson crée là, un peu, encore là, l'arbre isolé. Hein? Pas de forêt du tout. Il faut dire que derrière lui, il n'y en a pas de forêt beaucoup. Hein. Ça a été tellement coupé, etc. Ça, c'est des arbres qu'on laisse comme ça sur le bord parce qu'ils sont très difficiles d'accès et on ne peut pas les couper sans les perdre dans l'eau. Alors, il en laisse quelques-uns comme ça, mais d'une certaine façon, le thème de l'arbre isolé dans le groupe des 7 et chez Thompson en particulier est presque obligatoire. Hein. Il y avait ici, si vous remarquez, il y a comme deux styles. Hein. L'arbre lui-même est peint en aplat. Hein, tous les feuillages ici sont peints comme sans nuance, là, comme en aplat, alors que le fond, évidemment, est plus travaillé et fait de façon plus réaliste. Et il y a des critiques qui ont dit que ça manquait d'unité, qu'il aurait dû réussir à intégrer en fait tous ces aspects-là de façon plus cohérente. Et c'est pour ça que d'une certaine façon, il a fait ensuite ce que les critiques lui demandaient de faire, c'est-à-dire dans ce second tableau, il s'appelle The Pine, là, de Jack Pine. Là, on voit, tout est traité à faire avec le même style, si on veut, hein, y compris le ciel, y compris donc toutes ces bandes horizontales qui sont superposées comme ça les unes aux autres. Et l'arbre, à ce moment-là, se détache par la couleur, mais pas par le style, si on veut. Hein. Tout est unifié. Alors, il a donc tenu compte là, des critiques pour faire ça, mais de l'autre côté, c'est encore le thème de l'arbre isolé, tout seul, qui est le plus fascinant, en fait. Puis aussi, je pense, parce qu'il y a toujours des connotations un petit peu anthropomorphiques. Hein. Un arbre, c'est comme un personnage. On s'identifie, il est né, il a vécu, etc., puis il s'est développé. Quand on arrive maintenant à la production d'Émile Icare, même pris sur un temps très long, on voit tout de suite que ce qui l'intéresse, c'est moins l'arbre que la forêt déjà. Hein? Ça, c'est un de ses tout premières aquarelles fait lors d'un voyage qu'ils ont fait avec sa sœur à Sitka. Sitka, c'est en Alaska, donc c'est tout à fait au nord de la Colombie-Britannique. Et là, il y avait une espèce de totem walk hein, qui était installé comme ça en forêt. Tout ça est artificiel, évidemment, c'était pour les touristes. Hein. D'ailleurs, même le bariolage là, des totems, tout ça, ça a été fait pour rendre ça plus attrayant, etc. Et donc, c'est des totems qui avaient été achetés un peu partout dans le sud, etc. Puis là, installés comme ça en forêt. Et ça l'avait intéressé. Alors, elle avait fait cette aquarelle-là où on voit justement les successions de lumière et d'ombre, lumière et ombre, comme ça. Et on entre dans le tableau. Et si vous remarquez, en fait, les arbres sont tous à peu près de même dimension. Il n'y en a pas un plus gros que les autres. Le sujet devient maintenant la forêt. Hein, plutôt, évidemment, il y a un sentier, il y a cette espèce de comparaison entre les totems et les troncs d'arbres. Là. Ça, c'est comme le cru et le cuit, comme dirait Lévi-Strauss, hein, ceux qui sont
la nature puis la culture, si on veut, l'opposition entre les deux. Mais déjà, donc, on voit, c'est ce qui l'intéresse. Et à droite, ce que je vous montre, c'est une photo de exactement du même endroit. On voit que, donc, elle a essayé d'interpréter ce qu'elle voyait, en fait, tel quel. Et là, on voit aussi que dans son aquarelle, les motifs animaliers des totems ne sont pas compris à ce moment-là par Émilie Carr. Hein? Elle fait juste, là, ça a l'air des trucs géométriques, on ne voit pas trop. On ne peut pas reconnaître aucun thème là, sur son totem à droite. Là. Alors, on voit qu'à ce moment-là, elle n'est pas capable même de percevoir, enfin, les différences de ces choses-là. D'ailleurs, ce n'est pas si évident hein, quand vous êtes devant des formules de création complètement étrangères à vous, comment les interpréter, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on doit retenir. Ce n'est pas du tout clair au départ. Hein. Un petit peu plus tard, elle fait cette aquarelle-là. D'ailleurs, c'est une parmi toute une série là, assez semblable, qui représente, là, au contraire, le Stanley Park, là, à Vancouver. Ceux d'entre vous qui connaissent un peu Vancouver, c'est encore, ça existe encore, c'est un beau parc, là, tout près, enfin, en ville, si on veut. Et là, donc, elle a fait un sentier aussi qui s'enfonce comme ça dans la forêt. Un peu le même système de Bierstadt, hein, c'est-à-dire les premiers plans assez sombres, puis le fond plus clair. Et le sentier qui suffit pour donner une idée de l'échelle des arbres. On n'a pas besoin de mettre de personnages, puisqu'on peut imaginer qu'un sentier comme ça, ce n'est pas très large. Et donc, on imagine un peu. Et ensuite, vous voyez, il n'y a pas d'arbres non plus qui prennent la vedette ici. Là. C'est toujours... Elle traite vraiment plutôt la forêt que l'arbre. Et là, après, bon, elle s'intéresse au thème indien pendant longtemps. Et là, c'est uniquement en 1930 qu'elle revient à ces thèmes de forêt qui l'avaient intéressée toute jeune, si on veut. Et là, évidemment, les tableaux sont très différents. Elle a fait une série, par exemple, de fusains, comme celui-là, qui sont souvent d'ailleurs pas titrés ou alors titrés par des historiens. Ça ne prend pas beaucoup d'imagination pour dire vieux arbre là, à côté, là, un vieux cèdre ou quelque chose comme ça. Mais donc le titre n'est pas important, si on veut. Mais là, on voit au contraire on peut dire, ah tiens, elle traite vraiment l'arbre tout seul, là, au premier plan. Mais là, regardez comment est-ce qu'il se mêle avec la forêt, comment on n'a pas de distance, en fait, on n'a pas de lumière qui apparaîtrait pour le détacher. En fait, tout est traité un peu de la même façon. Et aussi, alors, on a cet élément un peu mystérieux là, qui se profile dans ce fusain-là. On ne sait pas exactement pourquoi elle les a fait. Il se peut qu'elle les considérait comme des croquis préparatoires à des tableaux. Et là, effectivement, celui-là, on pourrait dire peut-être que ça préparait ce tableau-là. Ou des fois, au contraire, on a l'impression que c'est des œuvres indépendantes, en fait, qui pourraient être considérées comme telles, indépendamment de toute utilisation ultérieure qu'elle pourrait faire. Hein. Alors, celui-là aussi, ce cèdre rouge-là, alors là, on voit, OK, on a un arbre au premier plan, on a un peu de lumière en arrière, mais plus loin encore, ça devient plus sombre aussi. Et ce qui est en train de se passer est en train d'inverser le rapport habituel. La lumière est plutôt au premier plan ici, et le fond est sombre, plutôt que l'inverse, comme on avait chez Bierstadt, là, tu sais, cette espèce Alors, elle est en train d'inverser le système parce que, d'une certaine façon, justement, pour créer cette atmosphère de forêt, il ne faut pas créer l'idée qui a fini à quelque part, puis qu'on peut sortir, puis on peut être dans la lumière. Hein? Alors, elle veut rester comme ça, au contraire, donner un peu cette idée, j'allais dire, des limites indéfinies de la forêt. Hein, quand vous êtes dedans, vous ne savez pas trop où vous allez. Je me rappelle, Descartes dit ça à un moment donné, il dit, si vous êtes perdu en forêt, la chose à faire, c'est de ne pas tourner en rond, c'est de marcher tout droit. Bon, en France, où tu finis par trouver une route quelque part, mais tu sais, ici, c'est peut-être pas une bien bonne idée, ça. Marcher tout droit, tu peux te retrouver au pôle Nord, là, je ne sais pas quoi dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est cette idée-là que le fond devient plus sombre, hein, parce que, justement, pour créer cette idée d'indéfini, qu'il n'y a plus de limite, au fond, d'une certaine manière. Le peintre allemand Friedrich, qui a senti ça aussi, parce que aussi c'est un bonhomme qui a peint la forêt d'une façon extraordinaire, c'est alors Caspar David Friedrich, ici, a fait le chasseur dans la forêt, mais ça, là, il faut un petit peu d'interprétation pour comprendre ce qu'il a voulu dire, parce que souvent, il joue sur le symbolisme aussi. Hein. Au premier plan, vous avez 2 arbres ici qui sont coupés. Et pour lui, ça symbolise les vies humaines qui ont été tuées lors de la guerre franco-prussienne. Hein. Alors, c'est un Allemand, évidemment, il voit la guerre du côté allemand. Alors donc, pour lui, ça représente
2 soldats allemands, disons, qui auraient été tués pendant la guerre. Et le bonhomme qui rentre dans la forêt ici, c'est ce qu'il appelle un chasseur, mais pas au sens d'un chasseur qui fait de la chasse, au sens d'un soldat français. Hein. Les chasseurs, c'est une partie de l'armée française, alors qui sont d'ailleurs des gens qui se promènent avec des épées. Hein? Puis il y a une espèce de casque romain. Là, on ne le voit pas beaucoup, mais enfin, il est tout petit. Mais enfin, il a noté ça tel quel. Et là, ce que le corbeau qui est là signifie, c'est la mort, évidemment. Alors, ce Français un peu imprudent qui s'avance dans la forêt va subir la vengeance des Allemands qui ont été tués au premier plan. Là. Hein? Vous voyez, c'était un peu ça. Je pense que c'est un tableau, au fond, avec une signification politique, si on veut, hein, de la part de Frédéric. Mais là aussi, c'est la même idée. On commence dans la lumière, on s'enfonce dans l'obscurité. Hein? Et Dieu sait si cette idée de la forêt a été importante pour j'allais dire, la culture allemande. Hein? Dès l'époque romaine, quand les légions romaines essayent de rentrer en Germanie, ils sont arrêtés par la forêt hercynienne, là, qui est énorme, une forêt, et ensuite par le fameux espèce de héros éponyme là, de l'Allemagne qui s'appelait Hermann, et d'où le mot Germanicus, hein, d'où germain, si on veut, d'où allemand. Et lui, c'est ça, il attire les légions dans la forêt, et puis là, ils sont perdus parce qu'ils sont plus en rang. Puis, tu sais, je n'ai pas besoin de vous renvoyer à Astérix, là, mais en tout cas, de toute façon, quand ils rentrent dans la forêt, on voit que là, ils sont perdus. Alors, ça, pour les Allemands, ça a été que la forêt définit donc un moment fort de leur culture, hein, d'une certaine manière, parce que c'est là qu'on a pu gagner sur les Romains et garder la Germanie comme une entité séparée de l'Empire romain. Hein. Alors, donc, tout ça est un peu impliqué là. Ça, pourquoi j'amène ça ici à propos des Méricards, c'est ça, c'est ce renversement du système de l'image. C'est les premiers plans éclairés, puis le fond plus noir. Et là, de manière à créer de plus en plus cette espèce d'impression d'infini. Hein. Alors, jusqu'ici, si vous remarquez, on a parlé donc, de mouvement, de puissance, d'infini. Hein. Ça, c'est des caractéristiques peu à peu qui vont se retrouver dans presque tous les tableaux des Méricards et qui s'en vont vers ce qu'on appelle le sublime, en fait. Hein. Ce genre de caractéristiques-là, vous allez voir, c'est ça qui intègre le sublime. Alors ici, bon, on a un tronc d'arbre qui est au premier plan, le fond très sombre aussi, hein, toujours cette opposition. Et là, peut-être même, là, on pourrait dire, bon, une forme phallique, si on veut, ça prend pas beaucoup d'imagination aussi pour penser à ça. Là. Je suis sûr que pas tout seul. des fois, il faut se méfier. Les gens disent, je n'ai pas vu ça. mais surtout, je pense aussi, tu sais, cette espèce d'élan vers le haut, cette espèce de mouvement, là, comme on avait dans les dessins, là, vous le retrouvez là. Hein. Alors, en 1935, et à un moment donné, elle fait un infarctus, Émilie Carr, puis là, elle est malade, en tout cas, elle ne peut pas se promener beaucoup comme avant, puis ensuite, elle se sent mieux, puis elle retourne. La première chose qu'elle fait, elle retourne dans la forêt, et elle fait ses dessins rapides, en fait, qui sont faits avec un drôle de mélange. Elle utilise la peinture à l'huile avec de l'essence, hein, à moteur. Alors, donc, ça donne une espèce de médium qui est presque comme de l'aquarelle, si on veut, qui est très fluide, puis qui sèche vite aussi, et elle travaille sur papier. Et souvent, ces papiers-là ont jauni avec le temps, alors ça change un peu, si vous voulez, le rapport des couleurs. Mais là, on voit l'enthousiasme qu'elle a en retournant à son thème de la forêt, y compris donc en retrouvant ce vieux motif là, de la cathédrale là, que vous avez à droite. Là. Le titre « Cathedral » là, est donné par Émilie Carr, c'est écrit au verso, alors, donc c'est vraiment intentionnel, c'est pas juste un titre qu'on aurait donné après coup. Et effectivement, il y a, comme vous savez, sur l'île de Vancouver, il y a un endroit qui s'appelle Cathedral Grove, où tous les touristes vont, évidemment, où on a gardé quelques-uns de ces grands arbres-là et où on fait visiter les gens. Là. Il y a des petits sentiers, etc. Alors, donc, c'est pas étonnant qu'elle ait trouvé ce thème-là. En même temps, ça signale chez elle, parce que plus elle avance en âge, plus ses préoccupations religieuses deviennent plus intenses. Hein. Le problème qu'Émilie Carr a au point de vue de la religion, c'est le suivant. Elle a été élevée, évidemment, dans le protestantisme quand elle était toute jeune. Ensuite, quand elle a fait ses voyages en Europe, là, elle s'est détachée de la religion complètement. Et là, ses amis comme Harris, comme Fred Hauser, comme Bess Hauser, sont des théosophes. Hein. Et la théosophie, c'est une espèce de religion un peu ésotérique
qui voulait faire la synthèse de toutes les grandes religions, puis alors que ça finit par une espèce de croyance vague dans un être suprême, puis avec, si vous voulez, toute une hiérarchie de choses. Puis il y a une société théosophique canadienne qui existe à l'époque, et un des plus actifs là-dedans, c'est Harris. Hein. Harris fait des articles dans le Theosophic Canadian Journal, et puis ensuite, il essaye d'amener, au fond, Émilie Card de ce côté-là. Et là, c'est pas ça qui se passe. Elle dit, pendant 3 ans, j'ai essayé de suivre leurs idées, puis tout ça, puis elle dit, c'est un Dieu mécanique. Elle dit, je veux retourner au Dieu que j'ai connu dans mon enfance. Alors, elle retourne donc 60 ans en arrière, puis elle dit, ils m'aimeront plus, certains. Si je leur dis à quoi je crois maintenant, ils vont trouver que j'ai régressé, que j'ai retourné en arrière, puis tout ça. Mais on sent que, donc, avec son âge plus avancé, elle commence à redéfinir, en fait, sa position personnellement au point de vue de la religion. Et ici, sur les arbres, en particulier sur ces arbres qui ont l'air d'une cathédrale, voici ce qu'elle dit. Elle dit, « Les arbres sont si inexplicablement beaux. J'ai beaucoup pensé à eux, comme ils sont meilleurs que nous, les humains. Ils sont plus obéissants à Dieu et le reconnaissent plus clairement. Ils s'élancent aussitôt pour faire ce que Dieu leur demande. Ils ne posent pas de questions, ils poussent. Ils se meuvent toujours en croissant, toujours se développant, jamais pressés, jamais en retard, faisant tout en saison. Notre erreur est d'humaniser la forêt, de la rendre conforme à nous, au lieu d'aller vers elle dans un esprit de reconnaissance de l'Esprit de Dieu qui l'habite. Hein? C'était assez étonnant comme perception de la nature, comme ça, comme parlant directement de Dieu, mais pas d'une façon comme les théosophes la voyaient. Vous allez voir, je vais vous montrer aussi des exemples. Alors, je continue donc l'exploration de ce thème de la forêt chez Émilie Card. Là, vous avez ici, alors vraiment, ce qu'elle retient, c'est ce qu'on voyait dans les premiers dessins, là, le mouvement et la lumière. Et à un point tel qu'on a de la misère un peu à savoir, donc on ne voit pas le ciel, on ne voit pas non plus où commence vraiment la Terre. Tu sais, ce qui est en bas, là, ça pourrait être aussi des mouvements de branches ou des choses comme ça. Et peu à peu, on rentre dans cette espèce de tourbillon comme ça qui va dans tous les sens. Et ce centre lumineux là, qui apparaît très, très rapidement, puis qui va disparaître aussi. Hein. Alors là, vous voyez encore donc cette idée d'absence de limite. Aussi, disons, les formes sont moins importantes que le mouvement. Hein. Et aussi, enfin, la force, la luminosité de tout ça. Regardez ici, par exemple, un exemple presque, j'allais dire, du tout premier croquis que je vous présentais. T'sais. Imaginez le tableau qu'elle fait à partir du croquis que je vous présentais au tout début, là, les 2 petits croquis côte à côte. Là, et vous allez voir qu'on peut obtenir un tableau comme ça. Là aussi, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre. On est au milieu de la forêt. On n'a plus de distance avec elle, d'une certaine façon. Et on participe donc à son énergie, à sa force. Hein. Je vais répéter ça autant de fois qu'il y a de tableaux, mais c'est vraiment ça qui se passe. Et là, avec le temps, un petit peu, là, quand on arrive en 1942, donc elle meurt en 1945. Hein, et les 3 dernières années de sa vie, elle ne peint plus parce qu'elle fait une autre crise cardiaque. Et là, elle se met à écrire plutôt, elle fait ses textes. Là, puis, alors ça, c'est vraiment parmi ses derniers tableaux. Et là, ce qui me frappe le plus, c'est qu'on n'a plus de même de distinction d'arrière-plan, de choses comme ça. On est plongé dans un univers de verdure, de vert, et enfin, sans aucune distance. Là, hein. Et donc, regardez par exemple le tableau à droite, là, on est presque dans la forêt complètement, et on n'est pas du tout... on n'a plus même ce recul nécessaire là, pour en faire une espèce d'objet de contemplation. Hein. Et elle fait aussi des vues un peu plus dégagées, là, comme ça, toujours en 1942, dans un endroit qui s'appelle le Douglas Park, là, encore là, tout près de Victoria. Elle ne va pas très loin là, à ce moment-là. Et là aussi, on voit l'opposition qu'elle fait entre les vieux arbres là, qui ont été coupés et les jeunes arbres qui recommencent. Enfin, un peu, c'est un thème, si on veut, de printemps hein, en même temps. Il y a un des très beaux tableaux, un des derniers qu'elle a fait là, sur ce thème-là, c'est celui-là qui appartient à une collection particulière à Victoria, mais là aussi, on rentre une nouvelle fois au bord de la forêt. Alors, si on fait le bilan de ce que je disais, en fait, si on tient les concepts essentiels, je dirais la première chose qui frappe, c'est que Émilie Card essaye de travailler au-delà de la forme. Alors, c'est bien sûr qu'il y a des formes. On n'est pas complètement dans l'informe.
mais on est comme au-delà. On cherche quelque chose d'autre que la forme. Ça, c'est le premier caractère. Le deuxième, c'est ce que j'appelais tout à l'heure les limites mal définies ou indéfinies, ou même, de temps en temps, l'impression aussi, on pourrait dire même de l'infini. Hein? La forêt devient comme une espèce de symbole de l'infini. Hein? Et finalement, la puissance, l'énergie. Hein? On ces trois facteurs-là, à la fois donc l'informe, si on veut, mais pas dans un sens négatif, dans aller au-delà de la forme, si on veut. D'une part, l'infini et l'énergie sont des caractéristiques classiques de ce qu'on appelle le sublime. Hein? C'est-à-dire, quand vous avez un spectacle dans lequel vous avez ces trois impressions-là, hein, devant quelque chose de très puissant, devant quelque chose qui n'a pas de borne, et ensuite devant plutôt un spectacle un peu informe, un peu difficile, en tout cas, à maîtriser dans une seule image, là, vous êtes en général de ce qu'on appelle le sublime. Évidemment, le philosophe qui a réfléchi là-dessus le plus et qui n'est pas très facile, c'est Emmanuel Kant. Hein, vous savez, il a fait trois livres là, de philosophie, un après l'autre, de critique, si on veut, et le troisième est consacré à l'expérience esthétique. Hein. Et dans ça, il oppose l'expérience du beau et l'expérience du sublime. Hein. L'expérience du beau est liée à la forme. Hein. Quand vous avez une forme très, très définie, là, vous pouvez parler de beauté. Mais quand vous commencez à perdre les limites et les contours, etc., puis vous rentrez dans une espèce d'informe, là, OK, vous pouvez avoir deux choses. Ça peut être laid, hein, mais aussi ça peut être tout d'un coup déclencher un autre type de réaction chez vous qui est de l'ordre du sublime. Alors là, ce qui est curieux, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est que d'une part, il y a des spectacles qui déclenchent cette réaction. Il va donner des exemples, là, la haute montagne, les chutes d'eau, des choses comme ça. Mais par ailleurs, ce qui est important à comprendre, c'est la réaction que ça crée chez celui qui regarde le spectacle. Hein. Ce n'est pas juste le spectacle lui-même qui est sublime, c'est l'espèce d'expérience personnelle qu'on a devant le spectacle qui est différente de l'expérience qu'on a devant la beauté. Hein. Et Kant, qui n'est pas un grand amateur d'art, hein, les exemples qu'il donne d'art, c'est toujours un peu pénible. Hein. Il parle de, je ne sais pas, les colonnades de tel temple, des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il nomme jamais un peintre, hein, jamais. Mais il y a un sentiment un peu de la nature. Alors, il dit, pour moi, il dit l'exemple par excellence de la beauté, c'est une fleur. Hein. Et de toutes les fleurs, c'est la tulipe. Hein. Alors, puis là, il signale aussi les oiseaux de paradis. Je ne sais pas où il a vu ça, il n'en a pas vu, évidemment. Kant n'est pas sorti de son patelin à Königsberg. Il paraît qu'on réglait sa montre sur la marche que le professeur Kant faisait le matin. Hein. Il partait à 8h, 8h15, puis il revenait à 8h20. Alors, les gens regardaient, ah, il est là, bon, ça doit être 8h20. Alors, il n'a pas fait une vie très excitée, mais c'était un homme cultivé qui avait vu toutes sortes de choses. Alors, il donne ces deux exemples-là comme des exemples de beauté. Hein. Justement, parce que dans le cas de la tulipe ou d'un oiseau comme ça, on pourrait dire ce qui nous attire. Bon, il y a la couleur, mais surtout, il y a la forme. Et là, il dit, ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous êtes devant des spectacles de la nature comme ça, la différence, disons, un botaniste qui voit ça et qui vous explique, oui, la fleur, c'est l'organe par lequel la plante se reproduit, etc., lui, il n'a pas une expérience esthétique. Hein. Celui qui a une expérience esthétique, ça peut être le botaniste, mais celui qui est capable de mettre en parenthèse ces concepts qu'on a sur la chose pour être juste étonné de cette forme parfaite. Hein. Comprenez? C'est ça qu'il essaie d'expliquer, que la réaction esthétique, c'est-à-dire quand on déclare que quelque chose est beau, c'est parce qu'on est sensible à quelque chose qui dépasse un peu simplement la description conceptuelle de la chose. Là, une fleur, ça fait partie de l'organe de la plante, etc. Hein? Si vous avez cette approche-là, vous n'avez pas une approche esthétique. Si au contraire, vous dites « Ah, mon Dieu, quelle belle couleur », ou sans vous demander à quoi ça peut bien servir, à quoi ça sert à la plante, parce que oh, oui, on le sait, c'est pour attirer les insectes, etc. Bon, oui, mais ça, cette idée-là, c'est pour attirer les insectes, ça n'a rien à voir avec l'esthétique. Hein, comprenez cette... Alors, il dit, si vous avez cette expérience-là, vous avez l'expérience de l'esthétique, vous avez l'expérience de la forme comme telle. Hein. Bon, là, après, il fait des subtilités. Il décrit, il y a deux sortes de beauté. Il y a une beauté libre, comme dans la fleur, mais il dit qu'il y a des beautés utiles aussi. Puis là, il donne le cheval comme exemple. Bon, dans son temps, évidemment, le cheval
et devait être assez utile. On devait le voir comme ça. Un beau cheval, c'est un cheval aussi qui est en bonne forme, puis qui peut faire, puis qui est beau à voir, mais en même temps qui sert à quelque chose. Maintenant, on le mettrait peut-être dans la beauté libre aussi, parce que les chevaux, on ne la voit pas beaucoup, puis quand on les voit, on voit juste leur côté esthétique. Hein. Mais à l'époque, alors tu sais, ça, j'ai pris l'exemple par excellence c'est un peintre qui a fait que ça toute sa vie, c'est pas regardable, là. M. Stubb faisait toujours des portraits de chevaux comme ça. Alors, Pumpkin, c'est le nom du cheval, évidemment. Hein? With a stable lad. C'est en anglais, évidemment, ce bonhomme-là. Alors, with a stable lad. Alors, le lad, c'est le petit garçon, évidemment, qui s'occupe du cheval, de Pumpkin, hein? Avec sa petite queue coupée, tout ça. En tout cas, bon. Mais ça, il a fait sa carrière avec ce genre de choses-là. Alors, donc, une espèce d'opposition entre une beauté qui serait libre, comme les plantes ou les oiseaux de paradis, tout ce qu'on veut, et au contraire, une beauté qui serait à la fois beau et utile. Je pense que c'est surtout dans le domaine de l'architecture, évidemment, que ça s'applique plus. Quand vous trouvez une église ou un palais magnifique, vous ne pouvez pas complètement faire abstraction de sa fonction, hein, de ça à quoi ça sert. Alors, c'est ça, il a essayé de trouver un endroit comme ça. Et alors, donc, après avoir défini comme ça le beau, si on veut, là, il dit, mais pourtant, il y a des spectacles dans la nature qui sont, dans lesquels la forme ne joue plus du tout. Et on est devant une espèce de chaos et informe. On est aussi souvent devant une espèce de manifestation de puissance extraordinaire. Et là aussi, on a une réaction esthétique. Hein, c'est-à-dire qu'on ne se demande pas à quoi ça sert, puis on est devant un tout autre genre de spectacle. Et là, pour illustrer ça, j'ai pensé au tableau de Friedrich encore, qui appelle La mer de glace, et qui représente en fait une scène épouvantable, une espèce de naufrage. J'ai mis mon petit truc ici. Si vous voyez ici, on ne voit pas beaucoup du bateau, mais en tout cas, il est là, dans le coin, là. Puis il y a peut-être des mâts ici qui apparaissent, alors qui est broyé par ces glaces-là. Alors, ce genre de spectacle-là, il dit, on est devant quelque chose qui, d'une part, qui est énorme, hein, dans lequel on n'a pas beaucoup de contrôle. Un peu ce que je définissais tout à l'heure à propos de la forêt, c'est infini. Hein. Ça peut commencer à gauche, à droite, ça peut continuer dans toutes les directions. Alors, d'une certaine façon, donc, on perd cette idée d'une forme bien définie, comme la tulipe, là, où on a une limite, on a un contour. Là, il n'y en a plus de contour. Ça s'en va dans tous les sens. Puis en même temps, là, dans ce cas-là en particulier, une espèce de puissance, d'énergie de la nature très, très forte, qui dit, évidemment, quand on a l'impression du sublime, il faut être à l'abri. Hein? Si vous êtes dans le bateau, le sublime mouillard, ben, on n'a pas... c'est pas le temps. Là. Alors, c'est pour avoir une réaction esthétique, il faut être à l'abri, il faut voir ça de loin. Et c'est pour ça que, d'une certaine manière, devant ce genre de spectacle-là, on est renvoyé à soi, dit Kant. Il dit on a une espèce d'impression que, même si on est effrayé, on a une sécurité, donc on a un certain contrôle sur ce qui se passe. Et ce feeling-là de contrôle du spectacle devant lequel on se trouve est, en fait, ce qu'on appelle le sentiment du sublime. Hein? Alors, on voit là, ça, ce serait un exemple classique de ça. Alors, après, maintenant, il définit un peu plus précisément en disant, bon, comme il n'y a pas toujours une prose très élégante, notre cher Kant, mais il parle de deux sortes de sublimes, le sublime dynamique, comme celui-là, et un sublime mathématique. Alors ça, ce n'est pas bien heureux comme formule, mais il veut dire qu'il y en a un qui est provoqué par la dimension, la quantité. Alors ça, c'est le sublime mathématique. Vous êtes devant quelque chose qui est énorme, hein, comme les grands arbres qu'on voyait tout à l'heure, ou comme la forêt, mais en le sens qu'elle est sans limite. Hein. Alors là, il dit, quand vous êtes devant ça, vous pouvez aussi avoir ce sentiment de sublime. Et je pensais, en fait, peut-être le meilleur exemple de ça pour nous, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'astronomie. Hein. Quand on voit des photos comme ça de nébuleuses, comme ça, on est devant une immensité telle, ils ont beau nous dire, bon, entre les deux planètes qui est là, ou les deux étoiles qui sont là, il y a tant d'années-lumière. Là, les chiffres finissent par ne plus correspondre à rien, mais on est devant cette espèce d'infini très fort, puis en même temps, cette puissance de tous ces objets-là là, qu'on voit, dans lesquels, alors, pour reprendre le fameux exemple de Pascal, là, on est comme un roseau pensant au milieu de l'univers. Et alors, on peut avoir donc maintenant, en fait, avec des images de ce type-là, ce genre d'impression. Hein.
Mais ce à quoi Kant pensait, c'est plutôt à des représentations de montagnes. Hein? Parce que la montagne est aussi, c'est chaotique d'une certaine façon. Hein? Et là, j'ai repris un autre artiste américain qui s'appelle Sargent, et c'est le même lac O'Hara que je vous présentais au début. Là. Vous vous souvenez, quand j'ai dit le tableau de McDonald, là, où il y avait une certaine distance moyenne, c'est le même motif. Sauf que chez Sargent, ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez pas de ciel. Vous montez dans le tableau indéfiniment. Et là, donc, on ne sait pas où les montagnes arrêtent vraiment. Hein. Ils n'arrêtent pas loin après, mais la façon dont il a cadré son tableau, vous êtes devant une espèce de spectacle chaotique, en fait, hein, où il n'y a pas d'ordre, il y a bien des plans qui succèdent, mais ce spectacle-là de la montagne, c'est juste une impression énorme, impossible à maîtriser dans une seule vision, si on veut. On se promène, on va à droite, on va à gauche, on voit ci, on voit ça. Hein. On est comme bouleversé et comme dépassé par le spectacle qui est en face de nous. Et là, à ce moment-là, on aurait un exemple classique du sublime. Ce qui est étonnant de la part de ce peintre-là, Sargent en particulier, c'est qu'il est surtout connu comme un portraitiste. Hein. Alors, il y a eu un contrat en 1915-1916 de revenir aux États-Unis parce qu'il a vécu la plupart du temps à Paris puis en Angleterre pour faire les portraits de la haute bourgeoisie là, à l'époque. Et là, il y a eu un petit contrat pour revenir à Boston pour faire des murales dans la bibliothèque de Boston. Et il en a profité pour faire un voyage dans l'Ouest. Et donc, il est allé au lac O'Hara, comme l'autre. Et il a fait des aquarelles sur place, puis ensuite ces tableaux-là qui sont absolument extraordinaires, en fait, de montrer cet aspect-là. Et pour mettre en contraste justement ce que je disais, je pensais que je lui ai pris n'importe quelle photo, c'est pas grave, mais dès que vous avez le ciel en haut, la terre en bas, votre montagne se réduit à rien et vous perdez cette espèce de sentiment qu'on avait devant le spectacle que faisait Sargent. Hein? Et d'ailleurs, ils étaient très conscients de ça à l'époque parce que on faisait par exemple l'exemple des pyramides d'Égypte. À quelle distance il faut être pour avoir une impression forte des pyramides d'Égypte? Si vous êtes trop loin, vous les voyez comme trois petits triangles. Puis si vous êtes le nez collé dessus, vous ne voyez plus la pyramide. Hein? Alors c'est comme s'il y avait un espace. Où c'est qu'elle est ma pyramide? Ah ben, elle est partie. Ça me je l'avais. En tout cas, tant pis. Mais vous voyez, en fait, ce que je veux dire. En fait, il y a une distance où on peut avoir ce sentiment-là. Hein? Et non, ce que je voulais vous montrer après, c'est ça. C'est un autre exemple de cette sublime dynamique, si on veut, puisque là, ce qui arrive, c'est la tempête qui s'approche. Les montagnes sont grosses, mais les Adirondacks, ce n'est pas comme les Rocheuses. Hein? Ce n'est pas des montagnes très, très impressionnantes. Mais ce qui est impressionnant ici, évidemment, c'est cette tempête qui s'en vient. Là. Et donc, c'est le côté plus dynamique de la nature qui fera. Et tout le monde l'a vu, évidemment. Il y a un ours hein, ici, non? Vous n'avez pas remarqué? Il est ici, là. Alors, ça va? Et là, l'ours, évidemment, ça fait partie de ce côté un peu effrayant. Tu sais, quand je donnais ma citation au début du cours, là, en disant, pour qu'il y ait un peu de beauté, comme Rilke disait, il faut un commencement de terreur. Hein? Alors, c'est ça, c'est une bonne définition, ça, du sublime. Alors, là, plutôt du sublime dynamique, si on veut. Hein? Alors, donc, les deux sortes. Et là, après, peut-être que je pourrais donner un autre exemple qui est souvent cité, c'est celui des chutes d'eau. Hein? Parce que là, vous avez un pouvoir extraordinaire, en fait, la chute qui descend. Alors, dans ce tableau-là de McDonald, c'est comme si on était dans la chute. Hein? On se demande où il a placé son chevalet là, pour faire la chose. Il est comme dans l'eau. Hein? Et on descend là-dedans, puis là, on voit au fond la rivière qui passe, puis l'autre côté de la rivière avec les arbres de l'automne. Hein? Et évidemment, la chute par excellence, vous imaginez bien, qui a été l'objet de plusieurs dessins, c'est le Niagara. Hein? Et alors, donc, là aussi, les photographes sont mis à faire des photos. Notman a fait. Ici, par contre, on pourrait dire que le photographe est prudent. Hein? Il est un peu loin de son sujet. Et il y a une tour, là. Il aurait dû monter là-dedans puis essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait avoir du haut de la tour qui est là, la tour Terrapin, là, qui n'existe plus maintenant, mais en tout cas, de toute façon. Et là, on voit, il a essayé de représenter un peu cette masse d'eau. Alors, dans le cas de la chute Niagara, on aurait les deux. On aurait une quantité énorme, puis on aurait aussi un dynamisme énorme. Hein? Vous voyez, donc ça ferait comme une espèce de synthèse entre les deux façons. Ah oui, c'est là qu'était ma pyramide. Bon, ouais. Un qui a au contraire beaucoup mieux compris
les potentialités du sujet de Niagara, c'est Church. Hein. Edwin Church, c'est un peintre américain aussi, qui a fait souvent des très grands tableaux qu'on appelait comme presque des panoramas, là, où les gens venaient, s'assoyaient devant le tableau en payant 25 cents à l'entrée. En fait, c'est vraiment comme une espèce de spectacle tellement bien fait, extraordinaire. Ça, c'est une aquarelle en plus. Alors là, on a l'impression qu'il s'est placé, lui, au-dessus de la chute, avec quelque part. Hein? Ou alors qu'il est si proche qu'il risque de tomber dedans. Hein? Alors là, cette espèce de participation à la force, puis aussi aux dimensions colossales de la chose, là, on les sent beaucoup mieux que dans la petite photo de Notman que je vous présentais avant. Hein. Et l'autre peinture que Church a fait, là, qui est très célèbre, qui est énorme, là, je pense à mesure, j'ai dû le noter ici, là, c'est plusieurs mètres de long, cette affaire-là, oui. Oui, 280 centimètres. En fait, c'est 2 mètres, presque 3 mètres de large. Hein? Alors donc, vous imaginez un peu la dimension de ça. Et là, le premier plan aussi très agité, hein, comme si on ne sait pas où le peintre a pu se placer. Puis là, ce grand arc d'eau là, qui coule. Alors, c'est ça. La chute est vue comme une espèce de synthèse entre les deux formes du sublime. Hein? Il est étonnant que Kant ne mentionne pas la forêt hein, parmi ces spectacles sublimes. Il parle de la montagne, il parle de l'eau comme ça, de la chute, il parle éventuellement du ciel, mais pas de la forêt. Je ne sais pas pourquoi, ça ne l'a pas frappé ou quelque chose. Et peut-être aussi que si vous avez cette approche trop proche, d'être toujours proche d'un arbre en particulier, évidemment, là, vous perdez cette chose-là. Hein. Et je voulais finir ma présentation avec quelques autres tableaux d'Aimé Ricard, mais sur un sujet différent, mais qui est aussi du même ordre, qui est le ciel. Hein. Elle a fait des tableaux presque abstraits, en fait, si vous y pensez, hein, comme celui-là, et dans lequel on voit enfin le bord de l'eau, là, qui fait une courbe. Hein, et cette courbe-là, on la retrouve dans le ciel inversée, comme un peu, elle appelle ça overhead, alors ça veut dire ce qu'on voit donc au-dessus de notre tête, comme on dit toujours que le ciel est comme un dôme au-dessus de nous. Alors, elle reprend un peu cette chose-là, mais c'est plus compliqué un peu. Hein? C'est-à-dire, donc, cette courbe-là qui est en bas, ici, est reprise ensuite dans ce sens-là, mais il y a aussi, vous voyez, il y a d'autres mouvements ailleurs. Là. Sur les côtés, ça s'en va dans l'autre sens. Hein? Alors donc, et souvent, vous allez voir, dans les tableaux du ciel, chez Aimé Ricard, on a l'impression que le mouvement part d'en bas et monte vers en haut. Puis là, en haut, bien, ça peut se complexifier, ça peut devenir plus compliqué. Et c'est très différent comme impression que, disons, ce que vous auriez chez Harris. Hein? Chez Harris, le ciel, la révélation part d'en haut, puis nous tombe dessus. C'est vrai. Et ça, c'est un peu l'opposition entre cette religion nouvelle qu'elle est en train de retrouver et la théosophie. Hein. Pour la théosophie, il y a une révélation. Il y a une madame, le Blavatsky, qui a tout défini, les croyances des théosophes au 19e siècle, puis on répète ça ensuite. Elle n'était pas tout à fait brillante, mais en tout cas, de toute façon, Mme Blavatsky disait que Darwin était dans l'erreur. Les singes descendaient de l'homme, hein, au lieu de l'inverse. En tout cas, alors, elle a des idées un peu loufoques comme ça. Mais de toute façon, c'est un essai d'une espèce de religion ésotérique là, dans laquelle on trouverait tout le monde. Là, tu sais, un petit peu de christianisme, un peu d'islam, un peu de judaïsme, tout ça mêlé ensemble. En tout cas, de toute façon, mais je pense qu'il est très typique ici, c'est ça. Quand Harris peint le ciel, il voit ça comme quelque chose, comme une révélation qui vient d'en haut et qui vous tombe en bas. Et là, sa forêt, son arbre unique, et ensuite, en plus de ça, il est mort. Hein? C'est qu'il n'y a même plus de vie. Là. Alors, quand elle parle d'un Dieu mécanique chez les théosophes, là, on voit ça à quoi elle veut dire. C'est une espèce de froideur. Et la seule chose, la lumière aussi, qui se reflète comme une plaque d'argent là, sur le lac supérieur là, qui est derrière, et puis les nuages qui s'écartent enfin, pour faire cette révélation-là. Tu sais, on est dans un univers beaucoup plus conventionnel que ces espèces de cieux un peu tourmentés, un peu difficiles, enfin, qui ont l'air de prier plutôt que simplement de recevoir la révélation. Hein. Et regardez encore un exemple, chez Aimé Ricard, c'est la même chose encore là. On a l'horizon qui est très courbe comme ça, et il y a une espèce d'écho dans le ciel, mais au fur et à mesure qu'on monte, ça se complexifie, ça devient plus compliqué, il y a des courants qui s'en vont vers l'extérieur, etc.
Et donc, on n'a pas du tout cette impression là, de ciel qui nous tombe dessus, qui est au contraire, enfin, l'impression que j'ai, c'est plutôt comme une espèce de prière là, qui monte. Elle a fait aussi des tableaux en essayant d'inclure un peu plus les premiers plans. Hein. Elle dit d'ailleurs, à un moment donné, elle dit, je suis un peu fatiguée de la forêt. Là, il me semble qu'il y a moyen de faire autre chose. Mais là, vous voyez, elle choisit un thème qui, malgré tout, est cohérent avec son thème de la forêt. Hein. Même si c'est très différent d'aspect, c'est là aussi, on est devant l'infini, on est devant la puissance, on est devant le mouvement plutôt que la forme. Hein. Et en fait, on aboutit presque à des choses très abstraites, comme par exemple, le mouvement des vagues qui montent ici, puis qui a l'air de rejoindre le mouvement du ciel, enfin, qui enclôt toute cette vision qu'on a du détroit de Juan de Fuca. Ça, c'est quand vous êtes à Victoria, si vous allez un petit peu vers l'ouest, vous êtes devant ce détroit qui vous sépare de l'État de Washington, hein, aux États-Unis, où il y a Seattle, tout ça. Alors, donc, là, elle a apporté son éléphant dans ce coin-là et elle a fait des vues. Au début, l'éléphant était sur la plage, puis à la fin, elle l'a fait monter un peu plus haut sur la colline pour avoir une vue de ce type-là, alors, on voit, alors quand je disais que, je vais conclure avec ça, quand je disais que le sentiment du sublime est un espèce de sentiment devant l'informe, devant la puissance, etc., vous voyez qu'on a affaire donc à un sentiment véritablement esthétique, mais qu'on ne peut pas confondre avec le sentiment de la beauté. Hein? Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans la pensée de Kant, même si c'est lourd, c'est difficile à saisir. Mais en gros, c'est ça qu'il a compris, c'est qu'il y avait deux domaines, là. On peut parler d'esthétique dans les deux cas, c'est-à-dire c'est une expérience qui a rapport avec la beauté, avec l'étonnement devant le monde, mais qui est différent. Une, on est devant la forme, et l'autre, on est devant une impression de beaucoup plus d'informe. Alors, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va finir avec ça. La fois prochaine, je vais aborder le problème de la proportion, puis évidemment l'idée de la proportion dans la personne humaine, hein, comme si on voulait sauver la forme à tout prix et qui s'est exprimé surtout dans le nu. Ce n'est pas un sujet où Émilie Ricard est très forte, ça. Mais en tout cas, de toute façon, on va parler d'autre chose. OK, merci.